Bonjour Vincent, Bonjour Mickaël. On va faire un tour de Nogent où tu vas nous expliquer à chaque fois et on va profiter de ta richesse pour nous faire connaître le patrimoine de Nogent. On est aujourd'hui devant la mairie et c'est un plaisir d'être avec toi. Un plaisir partagé. Alors, un hôtel de ville un peu particulier parce que, d'abord par sa situation. C'est-à-dire que l'hôtel de ville est à la limite de Nogent, en frontière avec le Perreux. D'accord. Choix qui peut paraître étonnant puisque d'habitude, un hôtel de ville, comme c'est le siège de la démocratie locale, on essaie de le mettre plus au centre du territoire. Et en fait, elle a bien été conçue pour être au centre du territoire. Sauf que l'histoire du territoire a changé. Je m'explique. Nogent-sur-Marne devient une commune en 1789, comme beaucoup en France. Elle a un premier hôtel de ville, enfin une première mairie, une deuxième mairie qui était place Ponticelli. Et puis, après la guerre de 1870, le site où l'on est, c'est le site de la propriété du maréchal Vaillant. La propriété était largement dévastée pendant la guerre de 1870. Il faut imaginer que les troupes confédérées allemandes sont de l'autre côté de la Marne, les Français sont le fort de Nogent un peu plus haut, et qu'ici c'est le cœur de bombardement, de tir. Donc Nogent est largement bombardé, largement détruit, et la propriété du maréchal Vaillant est détruite. Que fait le maréchal Vaillant ? Eh bien, le maréchal Vaillant, au fond, il ne reconstruit pas après la guerre de 70 sa propriété, il la donne à la mairie de Nogent-sur-Marne, à condition qu'elle en fasse l'emplacement d'un nouvel hôtel de ville. Ça tombe bien, l'ancien hôtel de ville est saturé là où il est sur la place Ponticelli aujourd'hui, et il est au milieu de Nogent. Parce que au lendemain de la guerre de 1870, le Perreux est un quartier de Nogent-sur-Marne. D'accord. Et en fait, Nogent peut, ces deux ensembles, en termes de population, on a autour de l'église le vieux Nogent, sur l'axe de la Grande Rue, et puis on a le nouveau quartier du Perreux, du côté du Perreux. D'accord. Et entre les deux, il y a un vide. Alors le conseil municipal accepte le don du maréchal Vaillant en disant c'est formidable, on a cet emplacement qui est pile au milieu de la ville, et comme il y a des tensions entre le quartier du Perreux qui veut son autonomie, C'est le début de la scission. C'est le début de la scission. C'est-à-dire que véritablement, le quartier du Perreux s'est beaucoup développé après, enfin, c'est créé, à partir de l'ouverture de la gare de Jean-Pierre-le-Brie en 1857. On a loti les anciennes terres de, Robert Milin du Perreux, et sont nés des lotissements qui ont particulièrement bien réussi. Dans ces années 1870, le quartier du Perreux est important et il est mécontent d'être à l'écart, sans service public, sans une voirie adaptée. Et donc, laissé de côté. Un peu laissé de côté. Nous avons le sentiment qu'il y a, comme on dit dans les archives, le vieux Nogent et puis le quartier du Perreux. Il y a ce vide, c'est à l'écart. Alors, la ville de Nogent, le conseil municipal de Nogent se dit mais c'est formidable cette proposition du maréchal Vaillant, parce qu'au fond, ce terrain-là, il est au milieu. Donc, il est au milieu de la ville, symboliquement, profiter à tout le monde. Tout le monde va être à égale distance de ce nouvel hôtel de ville. Et puis en plus, il va résorber l'espèce de vide qui existe entre le nouveau quartier du Perreux et le vieux Nogent. Donc ça va être l'idée de l'hôtel de ville et tout un quartier autour qui va permettre de rapprocher les uns et les autres. D'accord. Donc c'est pour ça que la proposition du maréchal Vaillant est acceptée. Bon, ça rate, parce que finalement... C'est un échec. C'est un échec parce que, alors la ville de Nogent va faire beaucoup de choses pour satisfaire les habitants du Perreux. Il y a le syndrome de l'enfant mal aimé là. Il est resté. Oui, il y a un peu de syndrome de l'enfant mal aimé, de à l'écart. Pourtant, la ville de Nogent, le conseil de Nogent va faire tout faire pour rattraper le coup, pour ce que les Perreuxiens de ce quartier du Perreux se sentent moins à l'écart, voilà. Donc on va construire une école, on va rapprocher les services publics, on va reprendre la voirie à son compte. Mais au bout d'un moment, au fond, l'envie de Henri L'Hôpital-Navarre de voir le quartier où il habite être érigé en commune indépendante va être la plus forte. Il a le mode d'emploi dans la loi du 5 avril 1884. D'accord. 1887, le quartier est érigé en commune. Mais l'hôtel de ville, lui, est achevé. L'hôtel de ville est achevé en 1879. D'accord. Donc, voilà, donc ce gag, entre guillemets, de voir cet hôtel de ville aux marges de la commune qu'il est censé
représenter. Donc voilà, cet hôtel de ville, il représente aussi cette histoire-là, de cette tension entre Nogent-le-Péreux, cette urbanisation de Nogent, les lotissements. Il en est une part. Il a été construit en une fois déjà, cet hôtel de ville, où il y a eu plusieurs étapes. Alors il y a eu un premier projet qui tombe à l'eau. Premier projet qui est abandonné parce que il y a une difficulté du sol, rien n'est simple. Donc il y a un deuxième projet et le bâtiment, au fond, il est très classique. Enfin, il ressemble à tous les hôtels de ville qu'on peut trouver dans cette grande moitié du 19e siècle, par la pierre, par l'alignement des façades, par son style éclectique qui consiste à emprunter à plein d'autres choses. On pastiche, vous voyez, avec son grand balcon, avec ses colonnes, on pastiche un peu tous les siècles. Au fond, l'hôtel de ville n'est pas original. Les hôtels de ville, même chose pour ceux des arrondissements de Paris, ne sont pas originaux. On prend tous les styles qui existent, on les accommode. L'idée, c'est aussi que, au fond, l'important n'est peut-être pas là, c'est qu'on a un monument, un grand, imposant, qui incarne la démocratie locale qui véritablement se développe. Parce que là, on est en 1879, quand l'hôtel de ville est ouvert. On est au début de la Troisième République. C'est le moment où la Troisième République commence à donner aux départements et aux communes les moyens un peu plus d'exercer leurs compétences. Au département, la commune, faudra attendre 1884. On n'est pas encore dans la décentralisation, mais quand même, on veut accorder plus de visibilité aux pouvoirs locaux. Les maires ne vont plus être nommés comme ils l'étaient au début du 19e siècle sous l'administration napoléonienne. On va avoir des conseils élus, les maires vont être élus. Bon, voilà. Donc il y a quelque chose qui change, et pour incarner au fond la démocratie locale, eh bien rien de mieux qu'un monument qui se voit, qui est grand. Il est peut-être même un peu démesuré. On pourrait faire quelque chose de plus petit. Les services municipaux n'étaient pas si importants que ça. Au fond, en 1870, les lois de décentralisation vont conférer beaucoup de fonctions aux communes. Mais à l'époque, il n'y en a pas tant que ça. L'état civil, l'élection, les recensements, enfin, la voirie, il n'y en a pas tant que ça. On aurait pu faire quelque chose de plus modeste. Mais au fond, on veut quelque chose qui se voit. Et d'ailleurs, on accroche sur la façade République française. Liberté, égalité, fraternité. On accroche la devise. Il faut quelque chose d'important qui incarne cette démocratie locale et la commune. Tout en haut, vous avez emmailloté dans un filet ce petit château. C'est une référence à l'histoire locale, au manoir de Beauté. Le fameux manoir de Beauté, alors qui est important dans l'histoire locale parce qu'il a été voulu par le roi Charles V. Ça a été une résidence de villégiature du roi Charles V très importante. Quand le roi Charles V fait venir des chefs d'État importants, etc., où les loge-t-il à Beauté? Et c'est là qu'il meurt, quand il se sent pas bien. Il se dit, allez, il faut une campagne importante où je vais essayer de me rétablir. Bon, finalement, ça marche pas. Mais il meurt au manoir de Beauté-sur-Marne. Et Beauté-sur-Marne, Charles VI et Charles VII vont y vivre aussi, vont y séjourner. Donc, manoir important, mais un manoir royal. Donc, que l'architecte a fait figurer là-bas. C'est un manoir de fantaisie. Le manoir de Beauté était carré, celui-là est rond. Voilà. Le 19e siècle prend des libertés avec beaucoup de choses. Et le Moyen-Âge est souvent fantaisiste. Et ils font bien. J'avais une question. Oui. Parce que justement, on a déjà parlé et on en reparle là. Mais sur le drapeau, j'ai jamais prêté attention. Beauté-Plaisance, justement, c'est écrit sous le. Alors, Beauté-Plaisance, c'est la devise de Nogent-sur-Marne qui renvoie aux deux manoirs médiévaux de Nogent. D'abord, le manoir de Plaisance, qui apparaît au XIIIe siècle, qui est surtout dans le giron de la famille de Bourgogne, et le manoir qui un temps va passer, le roi de France va le récupérer, mais enfin ça, il faudra refaire une histoire plus particulière là-dessus, et le manoir de Beauté, qui lui apparaît à la fin du XIVe siècle, qui est un manoir royal. Donc les deux manoirs, alors là on les a figurés de façon symbolique en tours rondes, ce n'étaient pas des tours rondes, mais dans l'héraldique, quand on fait des blasons, on a des... on fonctionne par symbole. D'accord. Voilà, donc les deux manoirs, Beauté, Plaisance. On a une gravure qui représente le manoir de Beauté-sur-Marne, mais seulement au XVIIe siècle. Donc il est déjà en grande partie abîmé. Donc on ne sait pas vraiment très précisément à quoi il ressemblait. On a des inventaires aux Archives nationales du manoir. Et en revanche, il existe au musée Carnavalet des carreaux de pavement, les carreaux du sol ou des murs de ce manoir. Très beau manoir, très beau carreau de pavement. Et on a, par les descriptions, par la littérature, on sait que c'était une résidence de villégiature très importante, très prisée, très belle. C'est pour ça que quand Charles V fait venir son oncle à Nogent-sur-Marne, l'empereur Charles IV de Luxembourg, il le loge au manoir de Beauté. D'accord.